Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui un nouveau test, donc ça va être le test du DJI Osmo et plus particulièrement on va se concentrer sur l'aspect applicatif de l'Osmo. Donc on va regarder de suite. Alors première chose à faire évidemment, on désenclenche les protections sur l'Osmo qui est verrouillé, donc là on fait la partie haute, ensuite on fait basculer pour libérer là. Et troisième étape, ici sur le côté, hop, on déverrouille. Donc, hop, une fois vers le haut. Et voilà. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, l'Osmo est bien déverrouillé. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, c'est important d'y penser. Sinon, on va avoir un petit message d'erreur assez rapidement. Donc, deuxième temps, on va aller sur le téléphone et alors, j'aurais pu préciser, on allume d'abord évidemment l'Osmo. Voilà, donc on attend qu'elle soit stabilisée et ensuite on va s'occuper, une fois que l'Osmo est lancée, en fait elle va lancer aussi son Wi-Fi automatiquement. Et dans un deuxième temps, du coup, on va déclencher le Wi-Fi ici. Voilà. Et on va attendre de voir effectivement si la partie Wi-Fi apparaît là. Donc je ne sais pas si vous le voyez assez. Voilà. Ok. Donc là, vous devriez voir cette petite partie. Donc je vais essayer de recadrer un petit peu. Voilà. Ok. Donc là, on voit que l'Osmo est connecté puisque son nom est apparu. Si ce n'est pas le cas, vous le faites dès le début, dès que c'est reconnu. Ça va vous demander un mot de passe. Et ce mot de passe, en fait, c'est juste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc il suffit de rentrer ce mot de passe et vous serez connecté directement à l'Osmo. Voilà. Donc maintenant, il va falloir utiliser l'application qui s'appelle DJI Go. Alors, DJI Go, en fait, ça a été conçu pour à la fois les drones et l'Osmo, évidemment. Donc, on va regarder de suite. Alors, on va lancer l'application DJI Go. Hein, donc ça, si vous ne l'avez pas, vous allez sur le Google Play, effectivement, la chercher. Donc, je lance l'application DJI. Ok, voilà. Et là, on voit apparaître la forme de l'Osmo. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, déjà, le Wi-Fi a bien reconnu et l'application aussi. Donc, il n'y a plus qu'à faire Enter Camera View pour rentrer et visualiser les éléments de l'Osmo. Alors là, au début, c'est un peu noir. Voilà. Donc, ça met un petit temps en fait. Hein, quand il y a les allumages comme ça, il y a toujours une petite latence quoi. Hein. Voilà. Donc là l'application est lancée. Donc alors on peut bien sûr faire tourner l'Osmo. Voilà. Donc là effectivement on aura quelque chose, des objets. Voilà. Parce que le rideau effectivement c'était pas terrible pour visualiser tout ça. Ok, donc là, on voit déjà voilà, que le décor a changé, l'Osmo est allumé. Donc, maintenant, il va falloir regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe dans l'application. Donc, on voit qu'il y a une partie gauche et une partie droite. On va regarder dans un premier temps la partie réglage. Donc, la partie réglage, en fait, c'est une petite roue qui se trouve ici. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc on va cliquer sur cette petite roue. Voilà. Et là, on va arriver effectivement dans l'interface. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail cette interface. On se retrouve dans 2 petites secondes. Je vais essayer de vous le recadrer un petit peu mieux. Donc là, on voit qu'il y a marqué donc caméra. Gimbal, ça veut dire la nacelle, c'est la partie qui va faire pivoter automatiquement la caméra. Et ensuite général.
Donc on va commencer de suite par du général. Voilà, donc là on se retrouve dans la partie Settings et donc on voit les réglages possibles du Wi-Fi. Donc on va rentrer dedans et là, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, effectivement, on a le fameux mot de passe qui est 1234 1234 et qu'on peut appliquer. Donc ensuite, on voit qu'il y a deux bandes, 2,4 GHz et 5,8 GHz. Alors ça en fait c'est une petite spécificité, c'est juste pour la partie Wi-Fi, c'est-à-dire on peut faire le choix d'aller sur l'une ou l'autre bande selon qu'il y ait une saturation avec vos voisins, etc. Donc là c'est juste pour pouvoir changer de séquence. Donc là, ok, on n'a rien fait, donc on va cliquer sur Done. Voilà, on revient à l'interface. Donc là, je clique à nouveau sur la roue et on va aller maintenant dans Gimbal. Alors, Gimbal, en fait, c'est le réglage en fait de la partie nacelle de la caméra. Donc c'est ici qu'on va spécifier si on veut que lorsqu'on utilise le petit joystick de l'Osmo, ça avance plus ou moins vite, etc. Donc c'est un petit peu le réglage de la progressivité de l'Osmo. Alors là on voit qu'on a des pré-réglages, slow, medium, fast, C1, C2 qui permettent justement d'adapter selon les besoins, selon les séquences que l'on va tourner. Voilà, donc là, on voit qu'on a le pan et le tilt qui sont activés. Et on peut faire du réglage très fin, c'est-à-dire qu'on peut régler pan tilt avec vitesse, deadband et accélération. Donc là, en fait, on va surtout utiliser accélération, c'est ce qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement de la tête. Alors quand on fait un panoramique ou un tilt, il est préférable de faire assez lentement parce que si on fait des panoramiques rapides, ça va avoir tendance à faire un peu mal aux yeux. Donc il faut mettre des vitesses plutôt lentes, ici de l'ordre de 20 ou 30. Voilà. Après, il y a des petites options d'autocalibration, donc ça c'est ce qu'on fait au départ. Et puis on voit en bas qu'on peut même resetter toute la partie nacelle justement. Voilà, donc là on fait Done, pour cette partie c'est OK. On revient une dernière fois à la petite roue et on va aller cette fois dans Caméra. Et c'est là qu'on va régler les formats appareil photo ou vidéo. Donc là on voit, j'ai choisi le mode MP4 par rapport au Move. Le Move est plutôt destiné au monde Apple et on va dire que le MP4 c'est plutôt pour du Windows. Voilà. Ensuite, donc on a le PAL ou NTSC, donc ça c'est les formats vidéo France, Europe, par opposition au NTSC qui est pour l'Amérique, le Japon. Donc sur ce choix-là, effectivement, moi j'ai gardé NTSC parce que on a un meilleur taux d'image, il est plus prévu pour du 30 images par seconde que le PAL qui est plutôt pour nous en France ou en format cinéma pour du 24 images par seconde. Donc en fait on a un petit peu plus de qualité d'image en choisissant le NTSC. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ce petit paramètre là. Ensuite, pas de gros changements par rapport aux défauts ici. Donc là j'ai à peu près tout laissé d'origine, le ratio 16/9, le timelapse, l'anti-flickering. Alors anti-flickering c'est le scintillement des lumières et selon les pays effectivement on n'a pas tout à fait le même scintillement. Donc ça c'est à régler effectivement soit sur 60. Pareil pour les États-Unis où nous c'est plutôt 50. Mais comme j'ai mis tout à l'heure le NTSC comme format vidéo, je reste à 60, ce qui fonctionne avec. Voilà, donc là je remets Done. Ensuite, on va voir, là on a vu la partie droite en fait puisque c'est décomposé à l'intérieur. Donc par exemple, si je clique sur le gimbal là, on s'aperçoit
qu'on peut recentrer ou faire de l'orientation. On peut verrouiller en fait l'orientation. Donc souvent, alors on peut cliquer là, voilà. On a le mode, là c'est passé en orange ou en jaune. Et effectivement, ça veut dire qu'on a bloqué la caméra, c'est-à-dire qu'elle fixe un objet et elle va le suivre même si nous, on bouge à côté. Voilà. Donc là, je déverrouille. Hop. Donc là, en fait, c'est une option pour aller un petit peu plus vite. Et si par exemple, juste au-dessus, on a fait une petite erreur en manipulant, c'est-à-dire que parfois l'osmo garde sa position, la dernière position dans laquelle on était. Donc du coup, le mieux, c'est de faire un recentrage de l'osmo. Et pour ça, soit on tape 2 fois sur la petite gâchette avant sur l'osmo, soit effectivement, on peut cliquer ici sur Recenter. Et comme vous pouvez le voir, il est revenu à la partie rideau. Donc je vais refaire un petit panoramique, voilà, pour qu'on revienne à du décor. Ok. Donc maintenant, on va aller voir la partie appareil photo. Donc là, ça se corse un peu effectivement parce qu'on a beaucoup d'éléments à gérer et beaucoup de choix à faire en fait. Donc, alors, on va regarder la partie résolution vidéo tout en haut. Là, on voit qu'on a un choix vraiment énorme. Ça va du 4K complet à 24 images secondes. Et on peut faire de l'Ultra HD à 30 images. On peut faire du 2,7K. Et bien sûr, on peut faire du 1080p. Alors, tout est décliné dans ces formats, 24 images, 30, 48, 60 et même 120 images secondes, ce qui laisse un grand choix et qui permet justement de faire avec ce qu'on a envie. C'est-à-dire que si on fait du ralenti, on a un mode slow motion ici ou du Full HD slow motion en bas. Donc voilà, ce sont des choix vraiment importants, quoi. Et il faut le temps, selon son projet, de bien choisir ce qu'on veut faire avec. Alors, avantage de choisir une résolution, par exemple Ultra HD. Alors, l'Ultra HD, pour rappel, c'est du 3840 par 2160. Donc, en fait, c'est le double du Full HD, qui est en 1920 par 1080. Donc ce que ça permet de faire quand on utilise cette résolution-là, c'est par exemple si on fait le format final de notre vidéo en Full HD, eh bien on va pouvoir faire un zoom. Par exemple, vu qu'on était en 3840, on va pouvoir zoomer à partir du 1920 vers le 3840. Et du coup, ça va permettre de faire un zoom artificiel et sans perdre de qualité d'image. Donc, en conclusion sur ce point-là, ça veut dire qu'il est préférable d'utiliser une résolution élevée, quitte ensuite à redescendre pour le projet final et le garder en Full HD. On aura toujours une résolution qui est bien meilleure et on aura cette petite marge de recadrage et de possibilité de zoom. Voilà, donc ça c'était pour la partie résolution vidéo. Ensuite, on va partir dans la partie photo format. Voilà, donc là on voit qu'on a plusieurs choix. Donc on a la partie RAW, JPEG et JPEG plus RAW. Alors, qu'est-ce que c'est le RAW? En fait, c'est un format d'image on va dire de très haute qualité, c'est l'équivalent des diapositives à une époque. Donc ça permet, c'est un format qui est non modifiable et qui va permettre justement, quand on va le retravailler dans Lightroom, d'avoir une bien plus grande amplitude de pixels pour retoucher les photos. Et du coup, on a un résultat qui est toujours bien meilleur que de partir sur le JPEG et de retoucher le JPEG. Voilà. Donc, par défaut, on va dire qu'on laisse JPEG plus RAW, même si effectivement, ça va stocker beaucoup plus d'informations sur la carte mémoire. Donc ça, c'était le format photo. Donc, on a ensuite
alors un autre point intéressant, c'est la partie couleur. Donc la partie couleur, on nous propose D-Log, Dessiné Like, None, Art, Black and White, Vivid. Alors en fait ça c'est ce qu'on appelle en vidéo le color grading. Donc c'est-à-dire qu'on va donner à l'image une ambiance. Hein, c'est de la colorimétrie en fait. Donc, mais ça sert à donner une ambiance précise à l'image. Par exemple là je pourrais, voilà, je suis passé en noir et blanc, donc on n'a plus de couleur. Après, je peux mettre un format cinéma qui lui, par exemple, va être très orangé. Donc ça peut être, c'est pour donner un effet vraiment. Donc là, j'ai mis None. On peut faire Art. Alors on ne voit pas toujours en détail la différence, mais c'est quand même assez fin. Et si on ne veut pas faire de post-production, bah, on peut choisir directement le mode qui nous intéresse. Alors là, point très important, si vous faites beaucoup de post-prod, donc il va falloir utiliser en permanence le mode tout en haut qui s'appelle D-Log. Alors pourquoi ce mode D-Log? En fait, c'est un mode qui est très peu contrasté. Et c'est ce qu'on veut finalement parce qu'on veut que l'image elle ait le plus de possibilités possibles de retouches par la suite. Et s'il y a trop de contraste, on ne pourra pas le faire. Donc le but, c'est quand on filme, de retirer la plupart du contraste pour pouvoir après mieux le retravailler en post-production. Donc par défaut, je vous conseille le mode D-Log au mode standard et à tous les autres que vous pourrez tester bien sûr. Ensuite, dans le même ordre d'idées, on va passer à la partie style. Donc on va cliquer sur style et là on voit qu'on a standard, scenery, soft et custom. Donc là c'est un peu la même chose que tout à l'heure. On va pouvoir personnaliser l'image de telle sorte qu'on ait plus ou moins de contraste et de douceur à l'écran. Le but, comme tout à l'heure, c'est évidemment de limiter tous ces contrastes pour nous laisser une grande marge lorsqu'on va faire les retouches. Donc voilà, donc là je mets sur -2 à chaque fois pour avoir le minimum de contraste. Donc là je suis en mode custom. Voilà, j'ai fini, je reviens, j'ai mis -2 partout. J'en viens de voir le style, donc on va voir maintenant la balance des blancs. Voilà, donc concernant la balance des blancs, la plupart du temps on va laisser en automatique. Mais comme pour un appareil photo, on peut choisir la balance des blancs qu'on a envie. Vous voyez, c'est un impact direct sur l'image. Là, on vient de donner un ton plus chaud en mettant une lumière du jour. Par contre, notre vraie balance, ça serait plutôt sur de l'incandescent. Là, on voit que c'est quand même un peu trop bleu. Ou alors sur du néon. Là, on est à peu près, voilà, sur un éclairage à peu près naturel, quoi. Voilà, donc ça, c'est adapté. En général, on n'a pas trop besoin d'y toucher. C'est pareil, on préfère le faire en post-production. Donc, ce paramètre-là, on va le laisser en automatique. Voilà. Ensuite, donc, on va revenir. Alors, on a vu les plus importants. Il nous reste la grille. Alors, la grille, c'est comme en photo. En fait, ça permet de définir les tiers. Pour ceux qui connaissent la règle des tiers, donc c'est-à-dire qu'on place les objets sur des points de force qui sont au croisement des lignes de tiers de l'image. Donc c'est une aide en fait au cadrage. Donc ça on peut choisir de le mettre ou de ne pas le mettre. Donc ça c'est à vous de choisir ce point-là. Voilà, ensuite on a l'histogramme. Alors l'histogramme, là on voit qu'il n'est pas activé. Je vais l'activer. Et qu'est-ce que j'ai finalement? J'ai en bas, voilà, ce petit histogramme. Et ça me sert en fait à savoir comment l'image est répartie au point de vue de ses pixels. La gauche étant les pixels les plus foncés et la droite les pixels les plus clairs. On voit qu'ici on a à peu près un bon équilibre d'image.
puisque l'histogramme a une forme de montagne et plutôt placé au milieu, donc ce qui est pas trop mal. Voilà, donc après moi je ne l'affiche pas tout le temps, ça c'est un choix qui est plus personnel en fait. Voilà. Et ensuite on a le micro, donc ça non, on l'a vu tout à l'heure, c'est juste avant, voilà. Le contrôle du micro par défaut. Donc là, on laisse le son, même s'il n'est pas très bon, hein. C'est clair que là, ils n'ont pas fait fort sur ce point-là. Donc, ce qu'on va faire, bah, on va laisser par défaut. C'est pas la peine, on va pas se servir de ce son-là la plupart du temps pour filmer. Ou alors, soit on rajoutera un RAW vidéo micro ou quelque chose comme ça pour compléter, parce que là, le niveau sonore n'est vraiment pas bon du tout d'origine avec l'Osmo. Voilà. Alors là, on a vu pour la partie caméra. Maintenant, comme vous le remarquez sur la gauche, il y a tout un tas d'icônes aussi. Donc, on a tout en haut à gauche le choix de faire photo ou vidéo. Pour l'instant, je suis encore en photo. Et donc là, on voit qu'on a quand même des petits menus. Donc là, pour déclencher la photo, évidemment, le gros cercle blanc. Et ensuite, on va aller ici dans le premier réglage. Alors, pour ce premier réglage, donc là, on va avoir pas mal de petites choses. On a single, multiple, intervalle, panneau et timelapse. Donc, comme son nom l'indique, donc single, on prend une photo à la fois. Multiple, ben, on en prend plusieurs l'une après l'autre. Intervalle, ben, c'est qu'on peut aller se placer ailleurs et on a 10 secondes pour venir être pris en photo. Panorama, donc ben voilà, hein, c'est le panneau, et timelapse, on le connaît. Donc après, chaque petite option est ici avec une sous-option juste sur la droite. Si on choisit multiple, on a le nombre de multiples. Si on choisit l'intervalle, on a 10 secondes ou 30 secondes. Pareil pour le panneau, voilà, donc là il vient de faire le panneau, on sait qu'on a le choix entre 360 ou 180 degrés. Donc tout ça, c'est des choix après, hein, selon ce qu'on va faire. Quand on clique sur Timelapse, voilà, donc là on s'aperçoit aussi qu'on a pas mal de petites options. Donc ça permet de gérer au mieux son timelapse. Donc là on a 4 secondes, 5 secondes, 6, 7. Donc là, c'est un choix ici, c'est un calcul à faire. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Quand on fait un time-lapse, en fait, on choisit si on le fait toutes les secondes, 2 secondes, etc. On choisit le temps de vidéo au final qu'on veut avoir. Et il y a un petit calcul qui se fait. Si par exemple on veut prendre toutes les secondes et qu'on veut que notre film dure 1 minute, voilà, on se met là et on sait que ça va générer une vidéo de 2 secondes par exemple dans ce cas-là. Donc on voit qu'il faut qu'on fasse un petit peu plus de temps de tournage. Donc on va dire si on fait 5 minutes à 1 seconde et 1 image par seconde, on aura une vidéo de 10 secondes. Voilà, il fait déjà les calculs pour nous, ce qui est plutôt pas mal et qui marche plutôt bien. Comme l'Osmo est stabilisé, on peut bien sûr faire de l'hyperlapse très simplement, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes paramétrages ici que le timelapse, mais on va pouvoir se déplacer comme on veut et ça donnera donc un hyperlapse de manière très simple et vraiment ça c'est très intéressant à utiliser. Voilà, donc là c'était pour le petit réglage ici côté photo. Et là, toujours pareil, on peut aussi faire du réglage, on peut laisser en automatique. Voilà, donc là c'est lui qui va déterminer la manière avec laquelle il va prendre les photos. On a aussi un mode vitesse, donc on détermine la vitesse de prise de vue et lui va déterminer les ISO. Voilà. Et on peut aussi augmenter la luminosité sur la partie basse. Si on passe en mode manuel, donc là il y avait 1 seconde, voilà, donc ça fait beaucoup. Donc par exemple, voilà, on va essayer d'équilibrer, voilà, donc 1/8 par exemple.
et on voit qu'on est à ISO 100. Donc pareil, on peut jouer avec les ISO, on peut jouer avec la vitesse. Par contre, on ne pourra pas jouer avec l'ouverture puisque l'Osmo par défaut est verrouillé sur 2,8. C'est son ouverture d'usine et ça malheureusement on ne peut pas le changer. Donc c'est pour ça qu'ici, même en manuel, on n'a pas la totalité des éléments. Voilà, donc on va refermer tout ça. Et là, ici en bas, on a un mode lecture en fait. Et ce mode, il permet juste en fait de voir toutes les vidéos, toutes les photos, tous les panoramas qu'on a pu faire avec. Donc c'est comme la galerie d'Android en fait. Personnellement, je ne la trouve pas extrêmement rapide et la plupart du temps, je préfère utiliser la galerie Android. Voilà. Il faut savoir que quand on tourne des séquences ou qu'on fait des photos avec l'Osmo, tout va être copié via le Wi-Fi sur le téléphone Android. Par contre, les vidéos sont limitées à 720p, ce qui fait que si vous voulez avoir la totalité de la vidéo dans sa qualité maximale, il va falloir brancher l'Osmo en USB sur le PC ou alors en utilisant la micro SD card qui est fournie et en mettant l'adaptateur. Voilà pour ce point. Donc là, on a vu tous nos petits menus en mode photo. Donc là, on va aussi regarder, vous voyez, je sais pas, sur la partie haute, on a toute une ligne en fait. Et cette ligne, en fait, c'est le récapitulatif de tous les réglages qu'on a fait. Et c'est assez intéressant de savoir comment on le tourne. Par exemple, là, on sait qu'on est à 100 ISO, à une vitesse de 1.8, une ouverture de 2.8, qu'il y a une luminosité à +1, qu'on est en JPEG plus RAW, etc. Donc, on a le niveau de la batterie, le Wi-Fi, et on peut verrouiller l'exposition pour la partie vidéo. On va aller sur la partie vidéo maintenant. Donc là, je vais ici, hop, et je passe en vidéo. On voit que l'image a changé, puisqu'effectivement, on n'est plus dans le même format que la photo. Là, on est passé en format vidéo. Donc, nos menus de droite n'ont pas changé finalement. C'est toujours nos réglages de base de l'Osmo qu'on a choisi, c'est-à-dire le Full HD, le 4K, comment la nacelle va tourner, sa vitesse, tous les petits paramétrages. Par contre, où ça va changer maintenant, c'est sur la partie gauche, puisque là, on est passé en vidéo et donc on va devoir régler quelques éléments. Donc, en auto, on n'a que deux possibilités, c'est le mode automatique ou slow motion qui est le ralenti. Donc, c'est un très bon ralenti. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux le faire en post-production, c'est-à-dire tourner au moins en Full HD 1080p et à 60 images secondes ou 120, ce qui va permettre justement en post-prod de faire exactement les ralentis au moment où on veut, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc là on a le bouton qui est différent de tout à l'heure, il est rouge maintenant. Ce bouton rouge, on a le même bouton physique sur l'Osmo. Donc c'est un choix et ensuite on peut passer ici, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'appareil photo, en mode manuel, semi-automatique ou automatique. Donc là par exemple, on voit qu'en repassant en mode automatique, j'ai regagné automatiquement en luminosité, c'était un petit peu faible. Donc là, le mode automatique gère tout. Par contre, on peut jouer ici quand même sur la luminosité, on peut en rajouter un petit peu. Voilà. Donc même l'automatique nous laisse quand même un petit choix de luminosité. Ensuite, on a le mode S qui veut dire shutter speed, donc c'est la vitesse d'obturation. Et là, en vidéo, c'est vraiment différent par rapport à la photo. C'est-à-dire que là, ça va avoir un impact important sur le motion blur, c'est-à-dire le flou de bouger de la caméra. Donc là, c'est important de savoir la règle, c'est-à-dire que c'est toujours, on met la vitesse en fait toujours à 2 fois le nombre d'images par seconde. Là, je filme à 25 images par seconde, je choisis donc 25 x 2, 50 en vitesse.
Ensuite, je vais pouvoir toucher dans ce mode-là en luminosité par contre. Voilà. Donc là, on voit que ça augmente de suite la luminosité. Ensuite, on est bloqué par contre sur la partie ISO, puisque c'est lui qui va déterminer, selon notre vitesse, combien d'ISO on a besoin pour que l'image soit à peu près correctement exposée. Donc ça, c'est un petit peu gênant aussi. Quand on fait de la vidéo, on aime bien que la luminosité ne change pas en permanence. Donc ce qu'on va faire pour ça, on va passer en mode manuel. Et là, effectivement, on retrouve tous les choix. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on voit que là, il est à 30 en vitesse et on veut qu'il soit à 50 puisqu'on est en 25 images secondes. Seulement, quand on est passé en 50, la luminosité a vraiment baissé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On a l'option de monter en ISO. Alors, comme on le sait, monter en ISO, ce n'est pas anodin. Ça va provoquer du grain sur l'image, ou autrement appelé bruit. Et ce bruit, c'est pas terrible pour la qualité. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Donc quand on règle l'ISO, on essaye de ne pas dépasser 800 ou voire 1600, mais ça commence déjà à granuler très très fort. Il faut vraiment aller sur des appareils réflex haut de gamme, genre le Sony A7S pour avoir une qualité même sur des hautes ISO. Ce qui n'est pas le cas de l'Osmo, qui n'est pas très doué, je dirais, dans les basses lumières. Voilà. Donc par défaut, on va essayer de rester 400-800 en intérieur, ce qui est déjà beaucoup, quoi, et qui évitera de faire beaucoup de post-production pour retoucher le grain, quoi, hein. Voilà. Alors, donc là, pareil, hein, on retrouve pour visualiser les petites vidéos qu'on a tournées. Et sur la partie basse, là on a l'icône avec le niveau micro, bon moi que j'ai pas mis très fort donc on ne l'entend pas. Et on a la durée restante plus ce qu'on va être en train de tourner, quoi. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de toutes ces fonctionnalités. Alors c'est tellement parfois complexe à comprendre toutes ces notions. Je vous laisse bien sûr me poser toutes les questions que vous auriez envie, parce que c'est vrai que pour bien comprendre tous ces points, notamment les réglages manuels en mode photo ou en mode vidéo, ça demande quand même quelques petites connaissances. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo test. Je pense que j'en ferai encore une de l'Osmo pour voir un petit peu comment ça réagit en mouvement, la manière de l'utiliser. Et pour le moment, je vous dis à très vite.